les cas les plus graves, on a des gens qui effectivement sont touchés dans leur propre vie. C'est pas vraiment l'utilisateur en tant que tel qui agit, c'est son compte qui est sous le contrôle de l'attaquant. Le meilleur moyen, c'est ce vecteur humain qu'on peut arriver à manipuler avec du social engineering, avec plein de combines. Le phishing en japonais est maintenant tout à fait générable facilement avec des outils comme ChatGPT. Et en plus, on a en face une population qui n'est pas habituée à recevoir des mails bien faits et qui donc tombe dans le panneau. Ce que j'ai produit dans le cadre de mon contrat de travail, finalement, ça m'appartient un petit peu. Ouais, il faut partir du principe que les usages du numérique vont continuer d'évoluer et probablement de manière exponentielle, parce que c'est comme ça. L'hyperconnectivité fait que les attaquants sont très créatifs et donc le meilleur moyen d'y faire face, c'est de se renouveler en permanence. Bonjour et bienvenue sur notre émission L'Angle d'attaque. Donc c'est l'émission cybersécurité, stratégie et business de Risquintel Media. Donc Loïc Guézot, tu es directeur de la cybersécurité et de la stratégie de Proofpoint et Vivien Murat, tu es CTO d'Orange Cyberdéfense. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité évidemment et je voulais revenir notamment sur certaines statistiques que je vais partager avec vous et qui proviennent du rapport Voice of the CISO 2024 de Proofpoint. On a 58% des RSSI français qui ont fait face à une perte de données sensibles au cours des 12 derniers mois. Et parmi eux, 81% attribuent cette perte aux employés quittant l'organisation. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut plus faire confiance aux employés? Alors, heureusement qu'on peut faire confiance aux employés, mais il y a parfois dans les employés un employé qui décide de quitter l'entreprise et éventuellement de partir à la concurrence. Il y a un biais cognitif qui, de toute façon, est partagé par tout le monde, c'est ce que j'ai produit dans le cadre de mon contrat de travail, finalement, ça m'appartient un petit peu. Bon, c'est exacerbé lorsqu'on a ce qu'on appelle un leaver, donc quelqu'un qui quitte la société, parce qu'en plus, il a évidemment un bénéfice à court terme immédiat à partir avec les données confidentielles sur lesquelles il a éventuellement travaillé et apporté sa valeur ajoutée, mais il était payé pour ça. Donc ça, c'est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, le capital intellectuel des organisations est sous forme numérique. Rien de plus simple que de copier un fichier, de transférer des informations. Facilement dérobable. Et c'est un vrai sujet structurant qu'on voit apparaître notamment par les réponses à cette question, par les CISO et en particulier en France, la fuite d'informations. Vivien, toi, tu partages cet avis? Oui, de toute façon, la menace interne fait partie des menaces les plus courantes finalement, enfin des sources de menaces les plus courantes. Et effectivement, on trouve dedans les salariés pas contents ou les salariés sur le départ, etc. Les négligences, les maladresses, les gens qui sont peut-être des fois mal formés ou qui veulent prendre des raccourcis pour aller plus vite sur un process donné parce que l'outillage n'est pas au point. Ou voilà, enfin, les cas varient, mais effectivement, il se trouve que ça fait partie des sources de menaces les plus courantes, statistiquement parlant. J'avais une seconde statistique donc dans ce même rapport qui mentionne que 82% des RSSI français considèrent l'erreur humaine comme la plus grande vulnérabilité de l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, c'était 75%. Donc on voit qu'il y a une augmentation finalement de cette crainte. Comment on explique cette augmentation? Alors c'est une augmentation de la perception, parce que effectivement, ce qui est important, c'est de se rendre compte du risque. Il y a une autre statistique qui n'est pas dans le rapport, mais qu'on utilise maintenant, qui n'existe pas pour la France, malheureusement, mais qui existe pour UK. Il y a l'équivalent de la CNIL, l'Office de protection de l'information, qui est saisi en cas de fuite non volontaire d'informations. Le cas numéro 1, c'est l'email adressé par erreur à un mauvais correspondant, avec des pièces jointes qui sont par exemple les projections financières à fin d'année ou les projets de restructuration, etc. Donc c'est aujourd'hui le complexe qui est introduit par grande facilité, communication numérique, ouverture, etc., mais obligation de garder les données confidentielles, strictement confidentielles. Et entre les deux, on peut avoir un utilisateur maladroit, qui fait une fausse manip et qui envoie le capital intellectuel informationnel à l'extérieur. Donc ça, c'est un risque qui est de plus en plus perçu et pour lesquels on commence à avoir des mesures, des contre-mesures et des outillages techniques d'accompagnement des utilisateurs. Finalement, c'est pas tant la malveillance, il y a aussi de l'erreur humaine tout simplement. Parce que là, tu me donnes justement l'exemple de quelqu'un qui envoie un mail simplement par erreur avec un ensemble de documents qui auraient pu être confidentiels. Oui, absolument. Je pense que les statistiques d'Orange vont dans le même sens, mais vraiment la malveillance pure et dure n'est pas le cas principal, effectivement. Okay.
C'est rassurant au final. Alors, j'aimerais qu'on reparle un petit peu du télétravail parce que pendant une période, on a eu un peu une course en avant vers le télétravail, notamment après le Covid-19. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de reculer. Et on voit des entreprises qui commencent à redemander à leurs collaborateurs de revenir sur site. On a notamment actuellement les salariés d'Ubisoft qui sont en grève car l'entreprise souhaite supprimer le télétravail. Et Amazon qui a donc annoncé qu'à partir de 2025, on revenait sur site en supprimant donc tout le télétravail pour les personnels administratifs, pas pour les développeurs, je tiens à le préciser. Est-ce que c'est vraiment un risque en termes de cybersécurité pour les entreprises, le télétravail ? Alors oui et non, c'est-à-dire que ce qui s'est probablement passé au moment du Covid, c'est un mouvement très rapide, soudain, dans la stupeur générale, pour arriver quand même à avoir une continuité d'activité. Et donc, il a fallu très rapidement mettre en place des outils qui étaient inexistants, ou en tout cas qui étaient réservés qu'à certains personnels dans les entreprises. Et donc, ça a dû, à ce moment-là, effectivement, créer tout un tas, les erreurs dont parlait Loïc juste avant, tout un tas d'erreurs également de connexion, de durcissement, voilà. Donc, il y a eu ce moment qui, probablement, dans la durée, peut s'estomper, parce que le télétravail n'est pas forcément synonyme de vulnérabilité. Alors effectivement, les gens qui sont un peu isolés du monde du travail peuvent être plus enclins à prendre des raccourcis, à moins observer certaines règles de sécurité. Néanmoins, les mesures de sécurité existent. Enfin, il y a tout un tas de solutions qui existent pour justement accompagner ces nouveaux usages, ces nouvelles pratiques dans le monde du travail. Donc finalement, il ne faut pas tant avoir peur que cela du télétravail. Il faut juste être préparé. Voilà, il faut avoir les bons outils, les bons moyens. C'est ça, ça s'accompagne. Alors, vous le voyez, j'ai posé quand même ces premières questions autour de l'humain et on a des statistiques qui ne sont pas extrêmement positives vis-à-vis justement de l'erreur qui peut venir de l'humain. Et ça pose la question des outils de sensibilisation. Et donc, comment aujourd'hui on évalue l'efficacité des programmes de sensibilisation à la cybersécurité, notamment au vu des chiffres que je vous ai donnés ? C'est le gros sujet. En fait, il ne faut pas confondre sensibilisation en mode un programme déroulé une fois à l'année et l'objectif c'est d'avoir une conformité, donc une couverture du nombre de personnes qui ont suivi ce programme. L'objectif c'est bien plus ambitieux que ça, c'est d'avoir les bonnes personnes dont le comportement va être changé de façon à ce qu'elles deviennent des éléments forts de la résilience de l'organisation. Donc, par exemple, chez Proofpoint, on a une approche où on est capable de déterminer un petit peu le comportement des utilisateurs. Donc, je vais en citer un, on appelle ça les top clickers. C'est des gens qui, lorsqu'ils reçoivent des emails, systématiquement les ouvrent et cliquent systématiquement dans tous les liens. Donc, il y a des métiers dont c'est un peu un passage obligatoire. Si vous êtes, par exemple, à la RH, vous recevez des documents avec des CV, des pièces jointes, vous devez les ouvrir. Il y a des métiers pour lesquels ce n'est pas nécessaire. Donc, on identifie ces top clickers et on va leur adresser des campagnes, par exemple, de simulation de phishing ou des sensibilisations avec des courtes vidéos pour leur expliquer le risque porté par ce comportement. Et l'objectif, c'est de faire disparaître de la statistique des top clickers quelqu'un dont le métier, a priori, n'est pas d'ouvrir en permanence et de contrôler l'ensemble des messages. Donc c'est bien cet objectif-là, sensibiliser oui, mais pas pour un objectif de conformité, c'est insuffisant, avec un objectif de changement de comportement des utilisateurs et avec des outils qui permettent de effectivement mesurer le changement de comportement de l'utilisateur. C'est intéressant ce que tu viens de me dire parce que ça veut dire quelque part qu'on a des métiers qui sont plus facilement quelque part à risque parce que dans les éléments d'action qu'ils mettent en place de façon quotidienne, on va avoir des actions qui peuvent permettre de tomber facilement dans le phishing. Tu donnais l'exemple des gens qui cliquent parce qu'effectivement, une RH va recevoir d'ailleurs de façon externe un ensemble de mails avec des pièces jointes de CV qu'elle est obligée quelque part de lire puisqu'on est censé justement pouvoir évaluer chaque candidat qui se présente. Et donc ça, je ne l'avais pas identifié par exemple. Alors, quelles sont les métriques que vous allez recommander aux entreprises pour évaluer justement l'efficacité des programmes de cybersécurité, de sensibilisation à la cybersécurité ? Déjà, il y a quand même un aspect conformité, donc il faut être sûr que lorsqu'un programme est déployé, il est effectivement suivi et accepté par un maximum de collaborateurs. Ensuite, nous, on a une métrique particulière chez Proofpoint. On a ce qu'on appelle les VAP, les Very Attacked Person. Donc c'est la posture de sécurité de l'entreprise par rapport au type de message qui arrive vers cette personne, à leur nature. Est-ce qu'ils sont très intrusifs, très actifs, ou est-ce que c'est juste du volume, du spam, entre guillemets, sans grande importance. Donc on a cette métrique qui est importante. Les VAP,
que l'organisation doit prendre en compte. Et donc l'objectif, c'est de diminuer le nombre de VAP, de façon à ce que tout le monde repasse sous le radar du niveau risqué, et faire en sorte que ces VAP soient accompagnés dans des programmes de sensibilisation spécifiques, voire soient automatiquement intégrés dans un complément de mesures de sécurité, comme par exemple du renforcement avec la mise en place de l'authentification forte pour ces profils, de façon à ce qu'effectivement ils soient protégés et que les métriques aillent dans le bon sens. T'en penses quoi, toi, Guy ? Oui, je pense qu'en fait, la sensibilisation, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, mais qui doit faire appel à une forme d'expertise, enfin à une expertise. C'est-à-dire que c'est un vrai métier d'arriver à sensibiliser des gens. D'une part parce que les publics à sensibiliser varient en fonction du métier, de l'organisme, etc. Les sources de menaces aussi varient, enfin, c'est souvent en concordance aussi avec les risques auxquels l'entreprise est confrontée. Donc c'est quelque chose qui doit se faire le plus possible, je dirais ad hoc, en fonction de la situation, et qui doit ne pas se contenter, si par exemple on est sur une campagne de phishing simulé, normalement ça doit ensuite s'enchaîner sur les conclusions et puis un accompagnement pour qu'on soit effectivement en capacité d'aider l'entreprise à faire mieux. Donc la sensibilisation, c'est un mot qui finalement est vaste, et derrière, on peut aussi y mettre des choses qui vont aller loin en termes d'exercice, de mise en pratique, très opérationnel dans certaines entreprises qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont simplement besoin de comprendre le risque cyber et de savoir être un peu plus, je dirais, alerte en recevant effectivement un mail, typiquement, faire la différence entre un mail malveillant ou un mail légitime. Il y a des gens, ça doit être beaucoup plus poussé, ça va beaucoup plus loin, parce qu'effectivement, il y a du personnel qui a accès avec un niveau de privilège très élevé à des systèmes qui sont sensibles, ou à l'administration de ces systèmes qui sont sensibles. Et on sait depuis longtemps que les attaquants, quand ils sont en phase de reconnaissance de points d'accès, ils vont évidemment taper là où ça fait mal, et là, ils vont avoir un impact le plus fort possible. Donc, ces campagnes de sensibilisation, elles doivent être adaptées. Voilà. Et ça fait appel derrière à tout un tas aussi de compétences. Voilà. Il y a un élément aussi qui est très important. On parle de sensibilisation dans le modèle, on pousse de l'information et on déforme, on oblige un peu les collaborateurs à entrer dans un moule. Mais ça, c'est la logique historique de dire l'humain est le point faible, donc il faut le durcir. Et voilà. Nous, on considère que l'humain est au contraire le dernier élément de résilience de l'organisation. Donc il faut aussi faciliter, par la mise en place d'un outillage de reporting adapté, le bouton qui permet à l'utilisateur qui tout d'un coup se dit là, il y a un signal faible, peut-être que ce mail est un début d'attaque contre mon organisation. Donc lui donner la possibilité de reporter ce mail pour des équipes d'analystes avec tout leur outillage qui vont déterminer la qualité de ce mail et lui faire une boucle de retour pour lui dire oui, là tu as été le maillon fort qui a identifié un des signaux faibles. Et à partir de là, peut-être que ce même mail a été adressé à 50 personnes qui n'ont rien vu. Seul lui a vu quelque chose. Donc il faut aussi avoir un outillage qui va permettre d'aller automatiquement supprimer ces 49 autres mails qui sont dormants et qui attendent qu'un utilisateur, malheureusement, clique et lance le début de l'attaque. Donc c'est vraiment une boucle vertueuse qu'il faut mettre en place, où l'utilisateur devient le maillon fort de la résilience de l'organisation quand tous les aspects techniques, processus sont faillis et que le piège est là, tendu, prêt à attraper sa victime. Ça répond un petit peu, je pense, à la question que j'allais te poser, c'était comment abordez-vous cette problématique du risque humain ? Donc finalement, tu me dis si tu complètes la réponse, mais c'est déjà en ayant une approche quelque part positive de ce n'est pas un problème, c'est une solution et on vous donne des outils et des moyens pour finalement faire remonter les informations et être la solution dans l'entreprise. Oui, ça reste malgré tout un problème, puisque des comportements non maîtrisés peuvent vraiment générer des grosses difficultés. Puis il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des utilisateurs qui éventuellement sont malveillants, mais qui surtout peuvent être compromis. Donc ce n'est pas vraiment l'utilisateur en tant que tel qui agit, c'est son compte qui est sous le contrôle de l'attaquant. Donc il faut quand même avoir ces dispositifs de contrôle et de renforcement technologique. Mais c'est vrai qu'après, l'objectif, c'est d'avoir une gestion complète de ce risque humain. Donc on a beaucoup parlé des attaques qui arrivent sur l'humain, mais une fois que l'attaque démarre, il y a tout cet aspect identité. Aujourd'hui, on dit l'identité est le nouveau périmètre. Donc c'est vrai, il faut gérer ces identités sur leur volet technologique. Et puis après, il y a l'objectif de l'attaquant. Finalement, aujourd'hui, c'est l'information. Et donc, il faut protéger cette information. Et donc, l'humain est très lié à cette information, puisqu'il la crée,
il la manipule, il la déplace, il la stocke. L'information, toute seule et inerte, ne bouge pas. Et donc l'humain est incontournable dans cette protection de l'information. Alors Vivien, tout à l'heure, tu parlais justement des typologies de profils. J'ai un peu compris que côté attaquant, forcément, ils allaient essayer de trouver le maillon faible ou la personne qui va leur permettre de rentrer. Donc j'imagine qu'il y a aussi un risque au niveau du COMEX, puisque quand même, ce sont des personnes qui sont très stratégiques, qui ont une empreinte numérique qui n'est pas toujours bien maîtrisée. Et auquel cas, est-ce que c'est un public clé et quelles sont les menaces particulières qui pèsent sur lui? Comment on peut faire pour les contrer? Alors évidemment, l'équipe dirigeante est clé à plusieurs titres, au moins parce que déjà sponsor de la sécurité au sein d'une entreprise. Donc, ce sont des gens qui doivent effectivement comprendre. Mais c'est de plus en plus le cas. On est maintenant dans un monde où quand même la société a compris qu'il y avait des menaces de ce type-là qui pouvaient faire très mal. On a encore quelques résistants, mais globalement, effectivement, les équipes dirigeantes comprennent qu'elles ont un rôle à jouer pour la survie même de leur entreprise. Voilà, cette prise de conscience, je pense qu'elle est là. Après, c'est plutôt une question de comment je fais ensuite pour faire en sorte qu'effectivement les bonnes pratiques dans mon entreprise soient appliquées. Et puis après, il y a une question de responsabilité également en tant que cible soi-même de malveillance. Et donc, il y a effectivement l'équipe dirigeante, et puis il y a toutes les personnes qui gravitent autour, toutes les fonctions support, etc. Et donc, pour faire face à tout type de fraude, d'arnaque, les fameuses arnaques au président, on sait que ça touche typiquement ce type de personnel. Et puis, ce sont des fois des gens qui ont eux aussi des accès assez privilégiés à de l'information de très haut niveau. Donc, oui, bien évidemment, ce sont parmi les premières personnes à être concernées par les enjeux de sécurité. Et comment on fait aujourd'hui pour quantifier justement le coût d'une fuite de données et comment on alerte le COMEX vis-à-vis de ce risque-là? Alors, des fuites de données, il y a de toutes catégories. Il y a en fonction de qui attaque, quelle est la motivation. Est-ce que c'est lucratif? Est-ce que c'est pour déstabiliser, pour espionner, pour voler la propriété intellectuelle? Quelle est la donnée justement qui est ciblée? Est-ce que c'est la donnée personnelle, la donnée de santé, la donnée confidentielle au sens étatique du terme? Et donc, en fonction de ces cas de figure, on va avoir des impacts qui vont varier. Et on voit finalement depuis déjà un certain nombre d'années qu'on peut avoir effectivement des impacts extrêmement poussés, extrêmement graves. On a eu dans les cas les plus graves des cas de gens dont les données ont été publiées, des données intimes, personnelles. Ça a été le cas par exemple d'Ashley Madison en 2014 ou 2015, qui a quand même conduit à des suicides. Donc dans les cas les plus graves, on a des gens qui effectivement sont touchés dans leur propre vie. Et puis, on a ensuite toute la partie, je dirais, financière, impact financier, des fois lié à l'impact à l'image, à la réputation d'entreprise, la perte de confiance, des contrats qui sont perdus, etc. Le coût d'une remédiation également, qui peut être conséquent. Et puis, toutes les conséquences juridiques qui peuvent aussi engendrer des coûts importants. Et là, on peut aller jusqu'à des centaines de millions d'euros, des pertes en valorisation boursière. Ça a été le cas aussi, je crois, pour Yahoo il y a quelques années, qui du coup n'a pas pu être vendu au tarif au prix qui était prévu au départ à Verizon. Donc voilà, tout le champ des possibles est vaste. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les impacts peuvent effectivement être particulièrement graves. Et pour compléter ce que tu dis, Vivian, sur un point très pratique, on a l'historique de nombreux cas aujourd'hui d'attaques cyber et de leur coût. Entre le coût de l'assurance, la remédiation, c'est public et donc on peut avoir un ordre d'idée de grandeur. Et puis pour les dirigeants, aujourd'hui, on a des nouvelles réglementations qui disent que c'est X, mettons 4% du chiffre d'affaires mondial, donc ça se calcule vite et on sait déterminer le niveau de risque qu'on veut couvrir puisqu'il est facile à calculer maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. C'est intéressant parce qu'il est vrai que quand on parle de fuite de données, on va se poser la question de l'impact financier, peut-être de la réputation sur l'entreprise, mais bien le fait que tu parles justement des conséquences sur la santé mentale en fait, des personnes qui sont touchées, je pense que c'est aussi important. Et à mon avis, on peut peut-être toucher beaucoup plus de public et sensibiliser en leur donnant aussi ce type d'exemple. Parce que quand on a un employé, on se dit sûrement c'est l'entreprise, et on a toujours parfois cette inclinaison à distinguer l'entreprise comme un objet qui est distinct de nous, mais parler de cas où ça a pu
mener à des cas de suicide, typiquement, ça permet de recentrer, je pense, la problématique. Les données, c'est pas juste des chiffres, c'est pas des mails, ça peut être des informations confidentielles. Ça permet de réveiller les consciences pour ceux qui ne sont pas encore suffisamment alertes sur ces sujets-là. Après, il faut l'aborder quand même sous un angle positif, comme on le disait juste avant. C'est-à-dire que au sein d'une entreprise, l'approche doit être la moins culpabilisante possible. Si quelqu'un a cliqué sur un mail par inadvertance, l'idée, c'est surtout de faire en sorte que tout le monde comprenne que chaque personne au sein d'une entreprise joue un rôle dans la sécurisation des informations et des systèmes d'information. Et après, comme Loïc l'a très bien dit, l'aspect humain ne suffit pas, on le sait. On n'arrivera jamais à corriger des maladresses, des erreurs, des malveillances côté humain. Donc c'est là où la technique, l'organisation arrive et joue ces étapes de barrière en profondeur pour arriver à contenir une attaque qui de toute façon aura lieu. Enfin, dans la vie d'une organisation, publique ou privée, il y aura de toute façon dans sa vie, à un moment donné, des incidents de sécurité. C'est comme ça. Donc la question, c'est comment on réduit le plus possible l'occurrence et les conséquences. Mais je vais réagir à ce que tu dis, Vivien, parce qu'il y a quand même un pivot qui se passe aujourd'hui. Notamment, il a été souligné par Gartner, qui a établi les 3 priorités pour les RSSI sur les années 2024-2025. Bon, 2024, on y est, mais 2025, ça arrive aussi. Donc, il a intégré l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses réflexions. Prendre conscience que la surface d'attaque et que la numérisation, la cloudification, l'informatique en nuage change un peu la donne en termes particulièrement de protection périmétrique. Et troisièmement et dernier impératif, c'est basculer sur un mode de gestion du risque humain. Parce qu'on considère que les infrastructures sont de mieux en mieux gérées, que donc les attaquants, bien sûr, se tapent aux protections d'Orange Cyberdéfense, mais ils vont essayer de trouver un autre moyen. Et le meilleur moyen, c'est ce vecteur humain qu'on peut arriver à manipuler avec du social engineering, avec plein de combines qui, au final, vont se transformer en opérations cyber de grande ampleur avec l'impact dont on vient de parler juste avant. Alors, c'est vrai qu'on a une évolution des attaques qui, de ce que les experts, en tout cas, me font remonter sur les différentes émissions, qui évoluent rapidement. Donc, selon vous, en fait, quelles sont les évolutions, comment vont évoluer justement les attaques centrées sur l'humain dans les prochaines années? À quel type de menaces on doit faire face? Nous, on voit déjà apparaître deux grandes branches d'évolution, on peut dire. Une première qui joue énormément sur le côté justement humain, donc réaction, émotivité, berner l'humain. Donc, des exemples récents sur l'année, c'est par exemple le phishing, donc l'attaque avec le QR code, le réflexe, on l'a tous eu en tout cas au début, on voit apparaître un QR code, on prend son téléphone et on clique et on est sur un site qui n'est plus du tout sous le contrôle périmétrique évidemment de l'organisation. Et la deuxième évolution qu'on voit apparaître sur cette approche directe, menace sur l'humain, c'est des menaces qui ne sont plus du tout techniques, mais qui vont vraiment jouer sur les ressorts du social engineering pour amener l'humain volontairement à, par exemple, rappeler l'attaquant qui s'est fait passer pour une société qui confirmait la bonne livraison, la bonne facturation d'une commande en remerciant la personne, avec juste en bas un petit numéro de téléphone en cas de doute, rappelez-nous. Et vous recevez ça, vous dites, non, moi j'ai rien commandé. Là, ok, j'ai une facture, mais qu'est-ce qui a été payé? Donc vous prenez votre téléphone, vous appelez, et là, la personne en face, bien sûr, attend votre appel avec impatience et va vous amener à manipuler ou à donner de l'information. Et ça, typiquement, c'est des choses que les couches technologiques ne peuvent pas gérer, puisque c'est un mail qui n'a absolument aucun contenu malicieux. C'est uniquement des approches comme aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ou en tout cas des outils qui vont permettre de donner une intention à ce message. Et si ce message a une intention frauduleuse, alors on va lever une suspicion d'alerte, même si techniquement parlant, il n'y a aucune raison de bloquer ce mail stricto sensu. Ouais, il faut partir du principe que les usages du numérique vont continuer d'évoluer et probablement de manière exponentielle, parce que c'est comme ça, l'hyperconnectivité fait que. Effectivement, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, on a parlé d'intelligence artificielle, qui posent tout un tas de questions aussi sur les aspects de sécurité. Sur ce terrain-là, il y a probablement
outils d'attaque qui tombent entre les mains de gens un petit peu moins adeptes ou aptes à mener ce type d'attaque, et puis d'un coup qui maintenant arrivent moyennant un échange, une transaction financière sur le dark web, à s'équiper avec des choses qui des fois peuvent être assez sophistiquées. Et puis quelque chose qui dépasse complètement les frontières en termes de barrières de langue également, puisque les outils d'intelligence artificielle permettent d'outrepasser ces barrières qui pouvaient instiller un doute parce que voilà, des fautes d'orthographe, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui existent de moins en moins, voire plus du tout. Et donc on a des gens qui étaient un petit peu plus à l'abri parce que sensibilisés, voire formés, qui maintenant sont peut-être davantage ciblés par des attaques en social engineering, voilà, que ça ne l'était jusqu'à présent. Et puis on peut supposer qu'à l'avenir, avec toute l'évolution de ces possibilités d'augmentation de l'ingénierie sociale par ces nouveaux outils, ne va faire qu'accroître ce type d'attaque. Et puis il y a d'autres mouvances. Il y a probablement dans le monde des objets connectés, qui est un monde extrêmement vaste, hein, on a beaucoup de choses derrière, où il y a potentiellement un accroissement aussi des usages là-dedans, qui peut là aussi engendrer une surface d'attaque plus grande, et donner la possibilité à des attaquants de récupérer de la donnée, de monter des botnets, etc. Enfin, des choses assez classiques finalement, mais qui pourraient croître effectivement à l'avenir. Sur cet aspect utilisation de l'IA pour faire du phishing plus ciblé, c'est effectivement quelque chose qu'on a constaté chez Proofpoint. On fait tous les ans un rapport annuel sur l'état de la menace par rapport au phishing. Cette année, on a publié nos premières statistiques sur la grande évolution constatée par exemple au Japon. On a plus de 30% d'augmentation du phishing. Donc, parce que le phishing en japonais est maintenant tout à fait générable facilement avec des outils comme ChatGPT. Et en plus, on a en face une population qui n'est pas habituée à recevoir des mails bien faits et qui donc tombe dans le panneau. Donc, c'est pain béni pendant quelques mois pour les attaquants. Et puis ensuite, ils vont trouver d'autres cibles et d'autres technologies. L'innovation aussi de leur côté. Et puis, donc, il y a la sphère utilisateur, et puis il y a la sphère des gens qui fabriquent. Qui peuvent aussi, par excès de confiance en la machine, parce qu'effectivement, les fonctionnalités s'ajoutent et deviennent de plus en plus efficaces, finalement, peuvent être amenés à oublier une forme de responsabilité sur des aspects de sécurité. Et donc, s'il y a un code typiquement logiciel qui est développé automatiquement, de ne pas le vérifier. Et donc là, on peut aussi avoir des choses qui apparaissent dans ce domaine-là, encore une fois, par excès de confiance. C'est-à-dire, tout le travail qu'on mène pour inciter au développement sécurisé, il ne faut absolument pas qu'on le perde dans les prochaines années, parce que la machine remplacerait certaines pratiques. Voilà, donc ça aussi, ça s'accompagne. Quelque part, c'est un défi, mais comme on a relevé tout un tas de défis sur l'externalisation, le move to cloud, etc., qui ne sont pas complètement atteints. Mais je veux dire, ça fait partie de l'évolution des usages, et effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des nouvelles choses dans les temps qui viennent. Un dernier exemple sur ce sujet-là, on voit apparaître du shadow IA, comme on avait du shadow IT. Donc c'est le recours à l'IA sans contrôle de l'organisation. L'exemple typique, c'est j'ai un document PDF de 50 pages et de mon organisation, et je le télécharge et je demande à ChatGPT de m'en faire un résumé en 2 pages. Très bien, mais les informations confidentielles du document sont chez ChatGPT. Et le risque, si je caricature un peu, c'est que quelqu'un d'autre interroge ChatGPT et qu'il y ait mix des informations, et que mon rapport, mes données confidentielles, soient utilisées comme réponse à une autre personne. Donc ça, c'est vraiment un usage qu'on voit en entreprise, et on a déjà des solutions aujourd'hui qui permettent de contrôler le partage d'informations, l'envoi d'informations vers des IA extérieures à l'organisation. Et typiquement, la façon dont on accompagne au mieux ces évolutions, à la fois des usages et de la menace, c'est deux ingrédients essentiels. C'est déjà bien comprendre effectivement ce qui se passe, donc être très connecté, et en particulier bien traquer les mouvements, les évolutions des méthodes d'attaque. Donc c'est pour ça que chez Orange Cyberdéfense, on a une CTI qu'on développe constamment en termes d'acquisition de sources de données, de méthodes de travail, d'expertise, etc. Et la deuxième chose, c'est d'innover. C'est-à-dire que, oui, on a effectivement, du fait de ces usages, des vulnérabilités nouvelles qui s'introduisent peu à peu. Les attaquants sont très créatifs, et donc le meilleur moyen d'y faire face, c'est de se renouveler en permanence. Alors c'est vrai qu'on a introduit le sujet de l'IA, le fameux mot IA et cybersécurité, et j'ai le sentiment quand même que ça devient de plus en plus
quelque part angoissant parce que vous avez des IA qui peuvent mimer des voix, vous avez des IA qui peuvent mimer des images, vous avez des IA qui écrivent des mails parfaitement propres sans aucune faute d'orthographe, à tel point que j'ai même eu des personnes qui un jour m'ont dit maintenant quand je vois un mail trop bien écrit, sans aucune faute d'orthographe, c'est là où je deviens suspicieux. C'est trop propre en fait, c'est trop lisse. Et j'ai moi-même discuté justement avec des responsables de la cybersécurité qui me disaient qu'il y avait eu déjà des atteintes de phishing au président, d'arnaque au président, où on a utilisé la voix justement de la présidente avec des intonations et c'était à s'y méprendre. Donc c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant, je pense, et d'un point de vue d'ingénierie sociale. Et justement, tu le disais Loïc, l'ingénierie sociale, c'est aussi amener la personne avec les émotions. J'ai vu une vidéo récemment et j'en parlerai prochainement parce que je trouve ça quand même fabuleux et effrayant en même temps. C'est, vous savez, les Meta Smart Glasses. Donc c'est c'est un gadget hyper cool, très sympa. Et vous avez des étudiants d'Harvard qui ont voulu s'amuser à détourner un petit peu son utilisation, parce que l'objectif c'est pas d'arnaquer des gens avec, et qui ont pris des photos de passants dans la rue, puisque c'est connecté à des applications à Facebook, l'ont injecté avec de l'IA, ont retrouvé des informations, et en fait se sont présentés à ces gens-là avec appoint et charisme en disant le nom, le prénom, la fonction. Et quand on est pris au dépourvu, comme ça dans la rue, que la personne semble nous connaître, qu'elle a des informations concrètes, et ça a ouvert la conversation et les gens ont fait confiance. Ils se disent, oui, on s'est vu il y a 1 an, on s'est vu il y a 3 mois. Et je pense que sur l'ingénierie sociale, l'IA, ça va devenir, ça le devient même un vrai problème. Alors, quelles sont les mesures qu'on peut prendre dans ce genre de situation? En fonction des populations, il va y avoir des variations. Si on s'adresse plutôt à des gens, encore une fois, qui fabriquent, ou plutôt à des gens qui utilisent. Là où on peut se rassurer, c'est qu'il y a quand même tout un tas de choses, de mesures, de services et de produits qui restent valables. C'est-à-dire que sur ces sujets d'intégration de solutions d'intelligence artificielle, etc., les vieilles recettes marchent encore en termes de gestion d'identité, cloisonnement, répartition des usages, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui existent et qui sont tout à fait applicables. Et il y a des spécificités liées à ces technologies où on voit une évolution des produits, des services. Et donc nos partenaires comme Proofpoint sont dans cette mouvance-là pour arriver justement à capter, on va dire, la façon dont on peut mieux se protéger compte tenu des spécificités des algorithmes qui sont sous-jacents ou ce genre de choses. Et puis il y a tout un monde de recherche dans lequel on place aussi beaucoup d'espoir. L'innovation a aussi un potentiel énorme en termes de détection de malveillance, en termes aussi de réponse, de remédiation. Et là, on s'aperçoit que l'IA peut aussi être encore une arme pour le défenseur. Ça l'est depuis très longtemps. Et on voit qu'on a aussi un gain en réactivité, en automatisation de nos services, notamment au sein d'Orange Cyberdéfense, pour être justement gagner cette bataille du timing avec l'attaquant et être en capacité d'empêcher les dégâts les plus importants pour nos clients. Oui. Finalement, on est dans le même état d'esprit qu'à chaque rupture technologique. On découvre les usages, côté positif, côté négatif, côté attaque, côté défense. La grosse différence, c'est que je pense qu'on n'était pas prêt à cette vague d'IA qui a déferlé depuis 18 mois, 2 ans, et que les usages ont pris le dessus sur la compréhension, le contrôle et la maîtrise par les organisations de l'IA. Donc c'est en train de se renormaliser, on va dire, et je pense que ça préserve de belles victoires pour les défenseurs, à charge pour eux d'aller plus vite que les attaquants pour l'utiliser. Aujourd'hui, les attaquants n'utilisent pas vraiment l'IA. On avait vraiment des grosses craintes, mais dans les faits, effectivement, il y a du phishing qui est de meilleure qualité, mais du coup, la partie de défense, la partie de détection est aussi en net progrès, donc ça s'équilibre. Le code généré automatiquement, etc., oui, il y en a, mais il y avait déjà des plateformes de rançongiciel à ce service. Donc voilà, une évolution technologique, mais c'est pas une rupture. Par contre, là où effectivement, par exemple, chez Orange Cyberdéfense, on voit bien la différence, c'est que l'IA facilite le travail des analystes qui, de fait, étaient complètement débordés par la masse d'informations venant des couches techniques. Donc ces analystes peuvent se concentrer à accompagner mieux des utilisateurs, des humains qui sont le dernier maillon et qui signalent un mail peut-être suspicieux pour lesquels l'analyste va avoir du temps pour faire le reverse engineering et trouver cette attaque nouvelle. Alors, pour finir cette émission, moi j'aimerais parler de coûts.
Parce qu'en cybersécurité, surtout les petites entreprises, les TPE, les PME, le disent, ça coûte cher la cybersécurité et parfois elles n'ont pas les moyens de pouvoir se sécuriser au même titre que de grands groupes qui, eux, ont des budgets qui sont dédiés à la cybersécurité. Des organismes et des organisations et des entreprises comme les vôtres, qu'est-ce qu'elles font et comment elles accompagnent justement ces PME? Typiquement, c'est une question là encore d'adaptation. C'est-à-dire que, heureusement, les PME ne sont pas mises à l'écart. Il y a tout un tas de solutions en termes de produits et de services qui sont tout à fait à leur portée. C'est plutôt une question de la façon dont on package ces solutions pour que ça réponde à une problématique chez eux, effectivement de finances, enfin de capacité d'acquisition, et puis de coûts aussi humains, enfin de ressources humaines ensuite pour pouvoir les gérer. Donc en général, on est sur des solutions qui sont très managées, très complètes en termes d'offres de services, c'est-à-dire clé en main finalement. Et donc la bonne réponse, enfin celle qu'on a trouvée pour effectivement toucher tout ce secteur qui est de plus en plus concerné, l'extorsion touche 4 fois plus de PME aujourd'hui que les grands comptes. Il y a une explosion sur cette population-là. Donc heureusement, ce sont des gens qui ont des solutions et on est capable tout à fait de les accompagner. Notre apport, il est simple. On est un offreur de technologie et de capacité de détection et de protection. On a historiquement, c'est vrai, un parcours San Francisco, société américaine. On protège 87% du Fortune 100. Donc effectivement, le rapport avec la TPE est assez distant. Mais en fait, il est simple, puisqu'on fournit notre plateforme technologique à des partenaires comme Orange Cyberdéfense qui vont packager, intégrer nos capacités de protection et de détection dans leur offre, qui sont déjà avec une capillarité très forte vers les régions, vers les TPE, et qui sont reconnues comme telles. Donc on est le carburant de la capacité d'Orange Cyberdéfense à protéger les TPE et PME françaises. Donc finalement, ce sont des partenariats comme les vôtres qui vont permettre à des TPE, PME de pouvoir accéder à des solutions chez Proofpoint. Oui, sachant qu'il y a encore du travail énorme, parce que c'est vrai que c'est probablement la population la moins bien couverte encore actuellement. Donc, Eh bien, nous arrivons à cette fin d'émission. Merci beaucoup Loïc et Vivien d'avoir répondu à mes questions. On était sur l'angle d'attaque, l'émission cybersécurité, stratégie et business de Risque Intel Média. Pour les personnes qui nous ont suivis durant cet épisode, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience. Vous êtes également pour certains des professionnels de ce secteur d'activité. Donc dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager pour soutenir la chaîne. Merci. Merci.